sur le numérique en formation et l'impact, non pas de la révolution numérique, mais des révolutions numériques qui ne cessent de déferler. Tu es enseignant-chercheur à Lille 1, tu es spécialisé en sciences de l'éducation et tu t'intéresses aux questions du numérique, de leur impact sur l'éducation et la formation. Et moi, la question que je souhaiterais te poser, c'est apprendre ensemble à l'heure numérique. Qu'est-ce que c'est pour toi? Comment ça peut fonctionner? Alors, c'est effectivement un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'influence des révolutions liées à l'Internet, aux technologies en matière de formation. Moi, je pense que le premier élément, c'est vraiment de bien se rendre compte de l'ampleur et de la diversité des transformations du monde de la formation qui sont liées à l'impact des technologies, du numérique et de tout ce qui va avec, en gros. Et effectivement, on a un peu trop tendance à réduire en gros les effets des technologies éducatives sur le système de formation, à l'idée de la classe inversée, du MOOC qu'on peut regarder et puis ensuite travailler, des serious games qui modifieraient l'attention, la disponibilité, la motivation, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de ça, beaucoup plus d'éléments que ça qui bouleversent le rapport au savoir et le rapport à l'apprendre. Et il y a à la fois les éléments liés à la disponibilité de beaucoup d'informations et de connaissances, et puis aussi effectivement la possibilité du travail, ce que tu appelles toi social learning, le travail entre les pairs, la possibilité d'apprendre ensemble différemment. Et il y a encore un élément qui pour moi est essentiel, c'est que non seulement on peut apprendre ensemble différemment, mais on peut même apprendre en travaillant ensemble différemment. Et effectivement, les espaces des réseaux sociaux, même les réseaux sociaux généralistes, Facebook, LinkedIn, qui n'est pas forcément si spécialisé que ça, ce sont des espaces dans lesquels se créent des clubs, des cercles, des groupes d'échange et dans lesquels on voit se développer des usages nouveaux. Et ça, je pense que c'est important parce que effectivement, les technologies permettent d'apprendre ensemble autrement. C'est-à-dire que si on est prêt à mettre du temps pour apprendre, on peut rejoindre un groupe. Mais ce qu'il y a d'encore plus fort, c'est que on peut finalement beaucoup plus facilement développer collectivement des compétences sur des projets communs grâce aux outils numériques. Je prends des exemples. Moi, j'utilise des plateformes de production d'ouvrages qui sont des plateformes collaboratives où chacun peut faire un morceau de chapitre. On peut partager des textes ensemble, évidemment, sur le Drive. On fait un projet, on se passe des liens à la fois pour travailler, mais aussi pour apprendre. Et donc, finalement, l'apprentissage informel dans le travail, et ben finalement, il est très largement développé par les possibilités du numérique, parce que je prends un exemple, là, je travaille avec des collègues sur la façon de savoir comment des gens s'approprient des sujets nouveaux, comment des sujets deviennent à la mode, etc. Et ben, on a des possibilités de cartographie des liens entre les personnes, des tweets, des choses comme ça. Et donc, à la fois, on travaille ensemble, mais aussi on s'apprend beaucoup plus que dans les outils habituellement classiques. Bien sûr, en entreprise, dans la situation classique, on s'apprend des choses, mais on s'apprend des choses qui sont relativement limitées aux outils qu'on a l'habitude d'utiliser, à la situation de travail, et finalement, on est assez prisonnier en termes de développement de compétences. Dans le travail collectif en ligne, il y a vraiment la possibilité de l'apprendre ensemble et de rejoindre d'autres communautés. Et du coup, cette barrière, en quelque sorte, entre situation de travail et situation d'apprentissage et de développement de compétences s'élargit. Dans le travail habituel, elle est limitée à ce qui est le cœur de métier. Là, grâce au numérique, elle est vraiment très ouverte. Tu parlais d'apprentissage à travers, par exemple, tu parlais de plateformes collaboratives pour produire un livre, qui est une
une production collective, hein, dans l'exemple que tu donnais, quels sont les types de compétences qu'il faut développer entre les différents membres pour réussir justement à fabriquer cet ouvrage collectif? Ben, ce qu'il faut, c'est être capable de planifier le travail, c'est-à-dire de comprendre quelle est la mission de chacun, quel est le sujet, la partie que chacun va travailler, et puis ensuite d'avoir de développer un système de régulation de la vie des personnes sur le travail des autres. C'est-à-dire qu'en gros, on assemble des parties, chacun peut lire les parties de tout le monde, mais effectivement, il y a un intérêt à voir les parties des autres pour savoir ce qu'on met dans la sienne. Et puis, dans quelques situations particulières, on peut se permettre de critiquer le travail des autres, mais il faut savoir quand, etc. Donc, on apprend à se positionner par rapport aux autres, par exemple. Puis après, il y a évidemment aussi des compétences techniques sur la façon de donner un certain nombre d'informations, c'est des balises, des choses comme ça, sur le texte qu'on rentre, et puis d'éditer son PDF, etc. Mais ça, c'est des compétences plus classiques. D'accord. On évoque beaucoup dans notre réseau Apprendre Ensemble l'idée de facilitation. Toi, tu as parlé de régulation. Est-ce que cette fonction de régulation ou de facilitation doit être partagée entre les différents membres, ou elle doit être tenue par l'un des promoteurs du projet, en l'occurrence d'écriture collaborative, ce dont tu parles? Pour moi, ça va d'autant mieux que c'est partagé. Alors, je prendrai un autre exemple qui sont les groupes Facebook, par exemple. Moi, il se trouve que j'ai aussi une vie de militant associatif dans le domaine de l'astronomie. Je m'occupe beaucoup je suis président de l'Association française d'astronomie. Je m'occupe beaucoup du développement du loisir astronomique en particulier. On voit très bien ce qui se passe sur Facebook. Il y a des groupes qui sont intéressants, hein, mais dans lesquels finalement les gens font un club d'astronomie en ligne, mais sans plus. Et puis il y a des groupes qui sont vraiment apprenants, dans lesquels les gens s'échangent des savoir-faire, comparent les photos les uns des autres, se donnent des éléments, etc. Et ce qu'on voit bien, c'est que ceux qui marchent, c'est ceux où il est très clair que chacun partage une déontologie, une régulation, on met les photos dont on a envie qu'elles soient critiquées par les autres pour pouvoir progresser. On ne met pas des commentaires qui sont simplement des appréciations, c'est beau, c'est super, c'est joli, mais on propose des améliorations techniques. Et on voit bien que les groupes qui marchent, c'est ceux où tous les adhérents sont volontaires pour travailler ensemble à ce que le groupe soit focalisé sur le développement de compétences collectives. Et que dans un groupe où il y a simplement une seule personne qui s'en occupe, bon, ben, tout le monde fait un peu n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est très important. Pour moi, le travail entre pairs, le cercle de pairs, etc., il fonctionne si effectivement la modération, la régulation et la déontologie, elle est partagée par tout le monde. Et comment vois-tu naître une intention commune pour réussir à se focaliser sur un même objectif? Est-ce que c'est uniquement une question de désir individuel qui rencontre celui des autres, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres ingrédients? Alors, je pense qu'il y a la question de l'objet. Enfin, pour moi, il y a un objet transactionnel. C'est-à-dire que, justement, si on reprend cet exemple, c'est LinkedIn ou Facebook, c'est pareil. LinkedIn, c'est plus pro, et Facebook, évidemment, beaucoup plus dans le loisir, qui c'est en train de changer un peu en ce moment. Mais bon, bref. On voit bien qu'il y a des groupes où le périmètre, le cœur du groupe et le périmètre du groupe sont assez clairs. Et du coup, il peut y avoir une progression commune parce qu'on a un objet transactionnel. Ça va depuis des gens qui partagent une passion pour un pays. Moi, je suis dans plusieurs groupes de gens qui aiment l'Irlande, par exemple. Voilà. Et ces gens-là échangent réellement, préparent leur voyage, parlent de ça, parce que le truc est assez clair. On est sur un espèce de guide du routard collaboratif, quoi, en quelque sorte. Pareil sur l'astronomie, il y a des gens qui sont simplement sur l'idée c'est beau l'univers, il y a des belles photos, et puis il y a des gens qui s'intéressent à faire eux-mêmes des photos, à maîtriser des technologies, les caméras numériques, etc. Et du coup, il y a un objet central, quoi. Et c'est aussi pour ça que pour moi,
le travailler ensemble pour apprendre ensemble est beaucoup plus puissant que le simplement apprendre ensemble, quoi. C'est tout simplement la pédagogie du projet, mais les réseaux sociaux permettent de se retrouver ensemble parce qu'on a envie de produire quelque chose ensemble. Oui, cet objet de production qui rassemble, qui fédère, qui donne un but, une tension à un collectif, une communauté, un réseau, pour produire quelque chose qui va être une œuvre commune, une fierté commune peut-être également. Oui, moi je pense que c'est la question, c'est un sujet qui est assez devenu assez présent dans les questions de formation, c'est le thème de l'attention. Je pense que il faut, dans la pléthore de moyens, dans la pléthore d'offres, il faut qu'on ait une attention attirée et soutenue par quelque chose. Sur Facebook, par exemple, ou même sur LinkedIn, ou sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est encore pire. On peut, par sérendipité, on peut s'abonner à 400 tweetos, si j'ose dire, nouveaux par semaine, et être noyé complètement sous plein de trucs. Twitter n'a d'intérêt que si, enfin, disons pour quelqu'un comme moi en tout cas, Twitter n'a d'intérêt que si je sais le genre de choses que je peux y trouver, et que je sais que c'est intéressant de les partager avec d'autres, et que mon attention est soutenue par un projet de partage, et finalement par quelque chose qui, alors c'est pas une production commune, mais c'est au moins le projet commun de se tenir au courant de quelque chose, quoi. Et effectivement, je pense que on voit aussi des tas de gens qui font des passages sur Facebook, on voit moins qui font des passages sur Twitter, on voit beaucoup de gens qui ont fait des passages sur Facebook mais qui sont partis, parce qu'effectivement, ça répondait pas à quelque chose sur lequel ils avaient l'attention, disons, de manière rémanente, de manière permanente, attirée, quoi. Les groupes dont je parle, c'est des groupes qui survivent parce que finalement, ils sont au service de quelque chose, quoi. J'aurais une dernière question dans notre échange. Quels seraient les conseils que tu donnerais pour apprendre et produire ensemble, hein, puisque tu entreprendre ensemble pour que ça soit plus efficace, que ça fonctionne mieux, que ça soit plus porteur pour tout le monde? Je pense qu'il faut, il faut effectivement constituer progressivement. Tout le problème, c'est comme dans la vie. Je parle dans la vie des loisirs, parce que dans la vie de l'entreprise, c'est différent. On n'est pas maître, complètement maître de sa vie dans l'entreprise. Mais dans la vie du loisir, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire une communauté avec laquelle on partage des choses. Et du coup, il n'y a rien de plus décourageant que d'ouvrir une page Facebook en se disant que tout le monde va communiquer dessus, ou un groupe LinkedIn, et puis ensuite d'attendre pendant 2 mois qu'il ne se passe rien sauf soi-même, et de spammer les 2 pauvres membres qu'on a avec des trucs qui sont toujours les mêmes. Il faut que ça soit une vraie communauté de travail, et après elle peut progressivement s'agréger. Moi, c'est vraiment ça l'élément important. Moi, je m'intéresse beaucoup en ce moment à ce qu'on appelle le e-learning informel, c'est-à-dire ce qui n'est pas les MOOC, ce qui n'est pas les serious games, mais ce qui est justement le reste, ce qui est vraiment l'informel utilisant ces technologies-là. Et effectivement, on voit qu'il y a des gens, qui font des choses sans même finalement l'avoir vraiment voulu. C'est du fortuit, hein, l'apprentissage fortuit. Je regarde sur les gens, les amis que j'ai sur Facebook, il y a des gens qui ont vraiment des conversations intelligentes. Il y a très intéressantes. Il y a un groupe de sociologues qui a un site tout à fait intéressant où ils publient des notes de lecture. Voilà, ça marche. Et c'est monté en puissance progressivement. Ils sont pas plus nombreux que ça, mais ils ont réellement un vrai échange, quoi. Et du coup, pour moi, le truc, c'est que, à ma connaissance, on n'acquiert pas si facilement que ça beaucoup d'amis. Donc, il faut faire monter en puissance des vraies collaborations sur des attentions croisées, quoi. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps d'échange, et puis en espérant te recroiser pour apprendre de façon numérique, de façon informelle alors, hein. Ok, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, Olivier.